Mon père, il était en pétard. Donc je rentre de ce concert, je vais voir mes parents et je leur dis j'arrête l'école, je travaille dans la musique. Je vais faire Michel Drucker du bendo, tu vois. Et ça, c'est hyper violent de se manger une sauce comme ça. Travailler sur le premier Gaou. Ils avaient déjà vendu 50 000 albums dans les salons de coiffure de Châteauroux. Je peux le dire maintenant, il y a prescription. Upster avec Juliette Fievé. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines, au programme des coups de cœur, des coups de gueule. Aujourd'hui, notre couleur tropicale est spéciale car comme vous le savez, nous recevons 3 grands hommes, 3 légendes du rap, 3 plumes, 3 sources d'inspiration. Est-ce que c'est cette histoire de vie, ce départ de vie qui a conditionné finalement ton rap et ton esprit militant? Juliette, tu as toujours su lire les signes, t'écoutes ton intuition, tu regardes le ciel et tu suis les étoiles, même quand personne ne comprend encore où tu vas. À 18 ans, t'étais déjà dans les coulisses du hip-hop avec le Wu-Tang, NTM, IAM, puis t'as managé, produit, dirigé, monté ta propre boîte, bossé avec des artistes du monde entier. Et un jour, t'as pris le micro, pas pour briller, mais pour faire briller les autres. Aujourd'hui, c'est toi qui prends la lumière, t'as une trajectoire unique tissée de rencontres, de vibes et d'étoiles filantes. Juliette Fievé, bienvenue chez Upster. Merci Hugo pour ce résumé qui est certainement je te jure, l'un des meilleurs résumés qu'on ait fait. C'est vrai ? Je te jure. Bah, ça me fait plaisir. Vraiment, bravo. Bah, j'aime bien bosser mes intros et je sais que t'aimes bien les étoiles. Elle est très stylée parce qu'en plus c'est difficile tu vois, quand on vient du Moyen-Âge de cut a long story short. Donc là, t'as fait efficace, effectivement, c'est tout à fait ça. Eh ben parfait. Avant de commencer l'interview un peu plus classique, on a des quick questions. C'est des questions que je vais te poser maintenant, mais on va y répondre à la fin. C'est juste pour que tu les aies en tête. Un son qui résume ta vie. Ne réponds pas, c'est à la fin. Ah oui, c'est à la fin. J'ai rien compris. Elle va être longue l'interview. Il paraît que quand tu vas au Maroc, on te prend toujours pour une Marocaine et on te lâche pas avec ça. Ce que tu n'as jamais dit dans une interview. Est-ce qu'il y a un artiste que tu adores mais qui pour toi n'a pas encore assez de visibilité ? Un artiste avec lequel tu as bossé qui t'a le plus challengé ? Ton super pouvoir dans une interview ? Et enfin, est-ce que tu as toujours des tortues chez ta mère ? On peut passer à l'interview un peu plus classique. Ah ouais ? Garde-les en tête. On adore ça. Trop bien. Très bien. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu plus dans le temps. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton enfance. Ouais. Tu dis que tu as grandi en mode kermesse, c'est tes termes, dans une famille ch'ti d'un petit village du nord de la France. C'était quoi un petit peu l'ambiance ? C'était quoi ton enfance et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté pour la suite derrière ? Tu sais, le nord, chaque région de France a sa petite spécificité. Je suis chauvine. Moi, je suis team ch'ti. Ma grand-mère pestait de toute sa vie, elle a pesté parce qu'à chaque fois qu'on montrait un ch'ti, évidemment, c'était des ambiances confession intime où tu parles comme chaud, c'est pas la truite la plus oxygénée de la rivière. Donc c'est le principe quand même des téléréalités, mais c'est sûr qu'en fait, quand tu mets un accent, donc les gens du Nord sont pas plus cons que les gens du Sud ou de l'Est ou de l'Ouest, mais c'est sûr que quand tu y ajoutes un accent ch'ti ou même un accent marseillais, tu vois, ça exacerbe peut-être un peu la connerie. Et donc, c'est vrai que le Nord est sous-coté, à mon sens. C'est plutôt une région qui, de base, est pauvre, en fait. Et je crois que cette pauvreté-là a créé... on dit souvent que les gens du Nord ont le soleil dans le cœur qui n'existe pas à l'extérieur. Et c'est assez vrai, les gens sont vachement chez eux, se reçoivent vachement chez eux, tu vois. Certains diront que nous sommes alcooliques, d'autres diront qu'en fait, on aime bien faire la fête et que nous sommes des épicuriens. Bah ouais. Et donc, c'est vrai que quand je parle de kermesse, oui, bah moi, j'ai grandi dans une famille ch'ti, classe moyenne, entrepreneur, dans les travaux publics. J'ai mon oncle qui était plombier. Famille unie et famille ch'ti par excellence. Donc... tu fais la fête, chez nous, l'apéro dure 2 heures. Ensuite, tu as le plat, l'entrée, le trou normand, le fromage. Tu as je sais pas qui arrive à l'improviste et c'est pas un problème, tu vois. C'est un peu à l'africaine, en fait, en réalité. On reste des heures à table. Et c'est vrai que j'ai passé... voilà, tu manges le dessert et puis finalement, tu prends un Dijon et puis finalement, c'est l'heure de l'apéro. Et on enchaîne. Et en fait, c'est dimanche soir et toi, tu vois des adultes être en train de faire la farandole dans le jardin, tu vois. Parce que chez nous, on s'amuse aussi avec rien. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et c'est pas du cliché, tu vois. C'est vraiment... on s'amuse avec pas grand-chose.
Et la musique chez les ch'tis, là t'es au collège à peu près, qu'est-ce qu'ils écoutent tes darons, qu'est-ce que t'écoutes avec eux, qu'est-ce que t'écoutes en cachette, c'est quoi un peu la Alors, musique qu'on met à la c'est maison? très populaire. Moi, j'ai passé mon enfance devant Champs-Élysées de Michel Drucker, tu vois. Euh, Ma grand-mère, elle regardait Pascal Sevran, j'allais dire Pascal Sevran, la déformation professionnelle, Pascal Sevran, la chanson. Donc tu grandis avec tout ça, la variété française, et puis, donc, mais ça va des Beatles aux Shadows, aux Bee Gees, tu vois, toute cette variété des années 70 et 80, pop, et puis de la chanson française. Donc, moi, je suis allée voir Tata Yo-Yo, Annie Cordy en spectacle, en fait. Et à côté, ça écoutait aussi du Bob Marley, du Stevie Wonder. Mes parents écoutaient de tout. C'était pas ils n'étaient pas érudits. Ils adoraient la musique, mais ils n'étaient pas érudits. Ouais, ok. Donc, ça écoutait tout ce qui passait. On avait plein de 45 tours, tu vois, de disques, avec Imagination, tu vois, plein de choses. Et c'est quoi, c'est à 11 ans que tu découvres le rap, c'est ça? Ouais. Et là, tes darons, ils ont pas pris le tournant, non? Et ils n'ont pas du tout pris le tournant. Je découvre le rap, la fameuse histoire que j'ai racontée 12 fois des New Kids on the Block où j'étais amoureuse de Donnie Wahlberg, tu vois, je devais avoir 9-10 ans. Et ça rappait un petit peu et ça faisait du breakdance dans ce boys band, tu vois. Et du coup, je me revois, moi, chercher le mot rap dans un magazine et dans le dictionnaire, etc. Et personne n'est capable de me dire ce que c'est du rap. C'est-à-dire, tu vois, c'est quand même étrange. Le rap était déjà là en France. Il n'y a pas de chat GPT pour dire c'est quoi le rap. Ouais, mais ça faisait déjà des blocs parties à Porte de la Chapelle avec Dynasty, en fait. Sauf que moi, j'étais à Fournan-Web, donc autant te dire que j'étais sur une autre planète. Et un jour, j'allume la télé et je tombe sur Olivier Cachin qui faisait sa fameuse émission Rapline sur M6. On le sait, Johnny Go est un pionnier. Avec Réalité, il nous propose enfin son premier album. Et là, je comprends ce qu'est réellement le rap, ce que ça veut dire. Et puis, je découvre des mecs, je découvre NWA, Ice-T, Public Enemy. Et Olivier, à l'époque, avait le bon goût de mettre les traductions des paroles, en fait, des rappeurs américains, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, révélation, quoi, tu vois, pour moi. C'est là où je me suis pris ma claque. Donc là, adolescence, tu t'écoutes pas mal de rap, etc. Et ensuite, tu intègres un BTS. Et c'est à ce moment-là que tu vas découvrir qu'il y a en fait plein de métiers dans cette industrie musicale. Et tu le découvres pas n'importe comment. Tu le découvres en allant à un zénith où tu n'as même pas de place pour ce zénith. C'est quoi cette histoire? Alors, juste pour revenir sur ce que tu disais, hein, évidemment, ma mère était plutôt... oh, c'est cool, c'est un truc de jeune. Mon père, il était en pétard. Et je le revois un jour dire très bien, c'est un truc de jeune. Alors d'accord, Jocelyne, ça veut dire quoi NTM? Et d'après toi, ça veut dire quoi NTM? Et là, tu vois, vous avez 3 minutes pour inventer un truc. Ouais. Donc tu vois, c'était un truc... Donc ouais, il était vraiment pétard. Mais bon, moi, j'ai pas lâché mon affaire. Et effectivement, j'étais avec 2 amis. On n'avait pas assez d'argent pour aller voir le concert des Fujis. Et c'était... énorme le concert des Fujis, et les Fujis c'était juste énorme à l'époque, c'est vraiment à l'époque de Fujila, etc. Et donc on se dit bêtement, parce qu'en fait c'était pas une bonne stratégie, parce que finalement oui, mais en l'occurrence ne faites jamais ça, on s'est dit on va venir à 14h pour essayer d'acheter des billets moins chers, à l'arrache dehors. Mais tu payes toujours à l'arrache dehors les billets plus chers en fait, voilà, mais bon. Et là on croise Wyclef qui est un punk en fait, lui, dans sa tête, qui nous voit, qui en fait était sorti du Zénith, lui, il est parti en balade carrément, le mec c'est une rockstar mais il est comme ça, c'est un peu Mowgli l'enfant sauvage, et moi je parlais bien anglais, et il nous demande les loges, parce qu'il était un peu perdu. Bouge pas, on sait où c'est, pas du tout, mais bon voilà, on avait bien trouvé, et c'était cool, parce que je tiens toujours à préciser que c'était pas un rappeur, j'avais 18 ans, mes potes aussi, c'était pas un rappeur de groupie avec vieux pervers qui a vu des petites, c'était pas du tout le délire en fait, tu vois, lui il a vu... 3 petits OG, un peu gang, tout ça, en galère. Et il a dit, venez. Et il nous a fait rentrer dans les loges, du coup. Et c'est là où, du coup, je tombe sur Praz, Laurine. Mais j'étais presque plus émue de voir Olivier Cachin, qui était là pour son magazine L'Affiche. Olivier, c'était ma Beyoncé à moi, tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y avait Olivier Cachin. Tu à la télé depuis que tu étais toute petite, quoi. Ouais, c'était un truc de ouf. Et en fait, ils nous ont laissé donc observer les backstage, les balances, etc. Et on a pu regarder le concert sur le côté de la scène, d'ailleurs avec Olivier.
Et c'est un ballet, en fait, un concert. Tu Ouais, vois, bah ouais. t'as les régisseurs, t'as les ingé-sons. Et c'est là que tu découvres et que tu comprends qu'en fait, il y a Il y plein a de 1000 métiers, dans voilà. Moi, j'étais en train dans de vendre des l'industrie. porte-clés à l'effigie de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle pour mon BTS force de vente. Autant te dire que, tu vois, j'ai vite choisi mon camp, en fait. Ouais. Et du coup, là, c'est là où du coup, tu décides d'aller bosser dans une salle de spectacle à Lille. Ouais, ça se passe pas tout à fait aussi facilement Pas parce que aussi c'est vrai, dans facilement, mon ouais. storytelling, tu vois, encore une fois, faut toujours. J'essaie de la faire courte, mais enfin, il y a Oui. quelques épisodes où J'imagine. c'est un peu compliqué. Et donc, je rentre de ce concert, je vais voir mes parents et je leur dis j'arrête l'école, je travaille dans la musique. Et eux me disent mais c'est super. Et donc, t'as trouvé un travail? Je leur dis bah non. Et parce que c'est simple, si t'as pas de travail et que tu vas plus à l'école, c'est pas possible, tu restes oui, pas à la ouais. maison. Donc, ils m'ont mis ce petit coup de CP et j'ai dit bah ok, bah je pars parce qu'il est hors de question que je remette un pied à l'école. Et donc, je suis allée vivre chez des amis à Lille. J'ai dû appeler 12 fois par jour ma mère pour lui dire que j'étais toujours en vie, tu vois, parce que c'était pas une embrouille, Oui, c'était c'est pas juste une que moi, mon fugue, choix c'était était fait. juste, ouais, t'avais Et en même temps, ils ont bien fait de faire ça, parce que mon père m'a dit, il est hors de question que tu te lèves à midi en te grattant la tête tous les jours, pas sûr de ce que tu veux faire dans la vie. Soit tu vas à l'école, soit tu bosses. Mes parents, c'est des bosseurs. Et donc, ça m'a pris peut-être 7-8 mois à essayer de trouver un job, des trucs, la débrouille. Et en effet, j'ai fini par être embauchée par Manu Baron à l'aéronef. Mais 8-9 mois plus tard, ouais. Ok. Donc, tu as l'aéronef. Après, tu vas bosser pour le festival Pas de quartier. C'est ça, l'aéronef. Et c'est là où tu commences à rencontrer un peu tout le monde. Est-ce que quand tu es au cœur du truc, tu as conscience de là où tu es, de toutes les personnes que tu rencontres et de ce que ça va pouvoir t'apporter par la suite, ou à ce moment-là, tu es trop jeune et tu vis vraiment l'instant présent Je vis l'instant présent. En fait, il y a un côté super lunaire. Ça veut dire, en fait, quand tu rencontres IAM, comme ça. waouh, tu vois. Ouais. Et t'as, bonjour, vous avez besoin de rien? Alors, Catherine sera au premier étage, tu vois. Donc, tu es hyper pro, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, encore une fois, j'ai ce mindset d'autodidacte depuis toujours. Donc, j'ai pas de master plan, j'ai pas une vision sur moyen long terme, j'ai pas ça et j'ai jamais eu. Et je m'efforce à l'avoir aujourd'hui, ce qui est toujours pas le cas. Mais pour le coup, tu vis le moment présent. Et surtout, je crois que tu te rends compte de la dinguerie dans laquelle t'es quand tu vois Wu-Tang et que tu vois Old Dirty Bastard, etc. T'es là, genre, c'est lunaire d'être Method Man, en fait. Et en même temps, faut être pro, parce qu'on t'a donné ta chance. Donc là, faut être carré, faut même en faire 10 fois plus. Et donc, c'est un moment qui est magique, mais tu vis le moment présent, ouais. T'as bossé avec tellement d'artistes, j'avais noté quelques noms, Lil Jon, Pitbull, Sean Paul, Koffi Olomide, Magic System. T'es même là quand ils ont sorti Premier Gaou. Ben ouais, j'ai C'est un son travaillé que sur j'adore. Premier Gaou. Ouais, J'ai bah ouais. travaillé sur Premier 3 Gaou. millions au de développement. singles physiques. Improbable. Fou. Complètement fou. Et on était dans une maison disque indépendante. Et en fait, moi, j'avais ramené... il y a plein de gens ont amené Magic System. Et ont proposé Magic System. On a été plusieurs, tu sais, c'est des comités d'écoute et on finit par les signer. Ils avaient déjà vendu 50 000 albums dans les salons de coiffure de Château-Rouge. Tu sais, à l'époque, tu avais des CD, en fait, et les CD se vendaient à Château-Rouge et à Château-d'Eau. Putain, Tu incroyable. vois, sous le manteau, en fait, tu vois. C'était incroyable. Et en plus, on faisait du cash. Je peux le dire maintenant, il y a prescription. C'est-à-dire que quand tu pressais des albums, t'as toujours 10%. À l'époque, t'avais 10% de ton pressage dédié à la promo. Et on utilisait ces 10% ou 15% pour aller les vendre dans les salons de coiffure en cash. Tu vois ce genre, ça nous faisait du cash flow, quoi, tu vois. Un truc, abracadabra production, tu vois. Et c'est vrai que ça a mis du temps à se développer. Quand t'es une maison de disques indépendante avec peu de moyens, tu peux pas faire un miracle comme ça sans être une bonne petite dizaine à bosser dessus, tu vois. Et c'est vrai qu'on l'a pas vu venir, mais 3 millions de singles jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, n'importe où tu vas, t'entends Premier Gaou. Dans n'importe quelle soirée, ouais. même à l'étranger, il y a C'est eu un dingue. remix il y a pas très longtemps où genre en mode les Américains et tout, ils ont découvert Premier Gaou. Non, mais c'est complètement fou, cette histoire, ouais. D'assister à ce genre de truc. C'est comme Sean Paul, Stage One, tu vois, premier album, Stage One, et ensuite, je suis la première à avoir dans les mains Give Me the Light. Bon, que je perds parce que finalement, après, c'est des histoires de major, Atlantic, Sid, machin, changement de label, donc ça finit chez Warner, tu vois, et on perd le contrat.
Mais c'est quand même, ouais, c'est assez fou de vivre des trucs aussi énormes, ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, après avoir côtoyé tous ces artistes, qu'est-ce qui, d'un coup, te donne envie de les interviewer et de transmettre, en gros, leurs paroles au Écoute, tu grand sais, quand tu public, fais quoi. du management, en fait, moi j'ai fait de la prod, du management, DA, etc. Après, j'ai monté ma boîte. Donc, quand t'es pas en CDI et que tu montes ta boîte, déjà, c'est un game. Hein, tu vois, j'ai eu jusqu'à 9 salariés. J'ai une société qui s'appelait Influence Musique. Là, à l'époque, il y avait qu'il y avait que MySpace, tu vois. Donc, autant te dire que l'influence, c'était un truc qui n'existait pas. Et je suis très nulle en compta. Dès que je devais faire une déclaration de TVA, j'avais l'impression de rentrer en CP. Tu vois ce que je veux dire, cette angoisse. Tu sais, gérer des rappeurs, ok. Gérer un salarié, lui faire la liste de ce qu'il doit faire le matin, s'assurer que le soir, il a bien fait son travail, c'est tout sauf moi. Et en fait, il y avait d'un côté ça, ce travail d'indépendant, gérer son propre salaire et celui des autres, et le management d'artiste. T'as vu, c'est un truc, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, c'est difficile d'être artiste. Donc, quand t'es encadrant, tu te retrouves quand même à donner ta vie, t'es l'âme damnée, en fait. C'est éprouvant, Tu c'est dois être vraiment... là 24/24. Exactement, s'il se et tu passe le penses moindre plus à la truc, vie des autres qu'à qu'à la la tienne. Tu vois, le matin, tu te lèves pour l'autre plus que pour toi. Et au bout d'un moment, quand t'as fait le tour, et pour avoir travaillé, comme tu le disais, avec des grands noms, et pour avoir fait Nelly Furtado, et je sais pas qui, là-bas, et machin, et un tel, à un moment donné, c'est pas comme si... c'est pas Vini Vidi Vici, mais quelque part, ça va, j'ai fait, et j'avais identifié ce que j'étais capable de faire, ce en quoi j'étais bonne, comme tu l'as dit dans l'intro, et je te remercie encore. Moi, je sais mettre les autres en lumière. Donc, il y a 1000 façons, et c'est ce que j'aime faire. Donc, de toute façon, il y a 1000 façons de le faire. Et le journalisme en fait partie. Donc, me revoilà dans une nouvelle aventure de « Ok, je vais arrêter le management où je m'occupe de, 5-6 personnes. Et finalement, le journalisme va me donner l'opportunité de mettre encore plus de gens en avant, mais en étant beaucoup plus centré, tu vois, et en écrivant, en me concentrant sur ce que j'ai à faire dans ma bulle. Et finalement, c'était une façon aussi de me préserver et tout en continuant de mettre en lumière l'autre. Et du coup, tu crées ton bébé, Légende urbaine. Yes. Comment tu pitches ça à une télé, à une radio internationale? Ouais. Moi, je faisais déjà des chroniques depuis quelques années où je remplaçais aussi... j'étais chroniqueuse pour Claudie Sillard dans son émission Couleur Tropicale qui fête ses 30 ans d'ailleurs. Quotidienne, 30 ans, c'est beau. Claudie m'a donné l'opportunité de le remplacer aussi en tant que joker. Donc déjà à RFI, j'ai pu prouver, tu vois, que j'étais capable de mener une émission seule. Et puis, j'avais entendu que les tutelles, donc le gouvernement, gueulait un peu sur l'audiovisuel public en disant « mais il n'y a pas assez de diversité, il n'y a pas assez de mixité, il n'y a pas assez de jeunesse. Et le digital, vous êtes charrette, en fait. » Et moi, j'avais envie depuis toujours. J'avais proposé 1 milliard de pilotes. Pas du tout dans le rap. Parce qu'en fait, d'ailleurs, Légendes urbaines, c'est même pas une émission rap, en fait. Moi, je voulais mettre en avant les humains, en fait. Et surtout faire des ponts. Mais on m'a toujours emballé. Mais vraiment tout le temps. Donc, sur tous les pilotes que j'ai faits, qui pour certains, je pense, étaient bons, en plus, en me disant, et toi, reste dans ton ghetto, tu sais, toi, le rap, pourquoi toi, tu irais interviewer telle personne? C'est quoi ton truc de talk show où tu mélanges tout le monde? Quelle légitimité tu as à ça? Et du coup, je me suis dit, ok, je vais utiliser le rap et cette demande des tutelles avec un petit dossier en disant, voilà, je vais faire Michel Drucker du bendo, tu vois. C'est ça sur le... c'est un peu ça, en fait. Puisque tu me laisses pas passer par la porte, je vais passer par la fenêtre. Et donc, j'ai dit, voilà. Et donc, c'était en juillet 2018. Et j'ai fait 8 épisodes qui ont cartonné, dont un qui est devenu un peu légendaire avec DJ Arafat. Mais j'avais fait évidemment avec Kerry, Seth Gecko, Dossé, une spéciale femme du game qui a donné lieu à plein d'autres choses d'ailleurs derrière. J'avais fait VG Dream à l'époque, justement, on avait gagné la coupe en plus, donc c'était au max de son truc. Et donc en fait, mais très vite j'ai voulu que ce soit filmé immédiatement et je leur ai dit parce que moi je veux... Oui, parce que les 8 premiers c'est full radio. Full radio. Ouais.
mais filmé avec des pastilles, ce qui me permettait, Ok. moi, de leur Quand dire, même je voulais voir, moi, si ça Ouais. marchait ou si ça marchait pas, en fait, Ouais. mon affaire, tu vois. Et puis, leur prouver que ça fonctionnait aussi. J'étais à peu près sûre de mon coup, tu vois. Et finalement, ça a cartonné. Ça a pris du temps à reprendre. J'ai pas repris tout de suite. Ils ont réfléchi, c'était pas hoche au début, Ouais. je savais pas trop. Et puis j'ai repris 6 mois plus tard, en janvier 2019. Et ensuite, comme Radio France Internationale et France 24 font partie du même Ouais. groupe, France Média Monde, France 24 a dit, allez, on prend le pari, on fait. Mais c'est vrai que pour moi, c'était important d'être en média généraliste. Je voulais Ouais. pas Oui, t'enfermer. être dans un endroit où Mm. les gens savaient déjà de qui je parle, en fait. Et tu parlais de la multiplication des plateformes où tu as commencé avec la radio, puis la télé. Et là, tout est aussi disponible sur YouTube. Et c'est une chaîne YouTube qui fonctionne très bien, même. Ouais. Comment tu vois, toi, ce côté proposé aussi dans le digital sur Internet? Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un bond? Est-ce que tu sens que tu es suivi du coup autrement, autre part? Ouais, c'était important dès le départ. J'ai réussi à créer la chaîne YouTube, ouais, peut-être 1 an et demi après la création, tu vois, de l'émission. Parce que, d'une, je faisais des 45 minutes, 1 heure d'émission. Et le format télé, c'est 17 minutes. Le format radio, c'était 19-30. Donc ça voulait dire qu'en fait, je jetais les 3 quarts de mon émission à la poubelle. Ah oui, Et donc qu'en c'était fait, ah oui, c'est c'était une du histoire. monté. Ah ouais. Tu Tu vois, tournais 1 heure et en fait, après, tu ne proposais à Voilà. RFI, à France 24 qu'une Voilà. partie. Ouais, parce que Ah, c'était ça, le je savais créneau pas. qu'on me donnait, tu vois. Et donc j'essayais d'en extraire le meilleur, mais en réalité, quand tu racontes une histoire, tu racontes Oui, une ouais. histoire. Donc même là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression de faire de la boucherie-charcuterie, je te le dis franchement, tu vois. 17 minutes en télé, c'est énorme. Ouais. Quand tu tapes les presque 500 millions de téléspectateurs en cumulé, c'est juste un truc de zinzin. On est diffusé 7 fois semaine, enfin... Donc l'espace est immense, mais quand tu montes une émission Ouais. d'1h05 en 17 minutes, c'est chaud, quoi, tu vois. Et donc, il y avait cette frustration. Et puis, cette envie, surtout, et cette lucidité quant au fait qu'il y a tout un public qui ne va pas regarder France 24, écouter RFI, en fait. Le public du rap est sur le net, en fait, depuis fort longtemps. Et donc, l'idée, c'était aussi de dire, cette émission, je la mettre à dispo pour les aficionados, c'est ceux qui ne consomment que sur le net. Parce que dans tous les cas, même s'ils connaissent déjà les artistes, ils vont en apprendre plus à leur sujet, puisque l'angle est différent. Et après, on a multiplié, tu vois, Insta, TikTok. J'ai l'impression d'être community manager, en fait. Tu vois, les shorts, les réels, les nanas. Mais en fait, ça te permet de toucher un public complètement différent. Donc, c'est super large. C'est-à-dire que sur France 24, tu touches des présidents de la République, tu vois, de certains pays qui finissent par dire One Love. Et t'es là, genre, waouh, trop cool, tu vois. Parce qu'ils aiment bien, justement, ça leur apprend à connaître un peu plus leur jeunesse. Sur RFI, t'es sur une middle class, un peu Télérama, tu vois, mais qui vont écouter, sincèrement, c'est super intéressant cette émission, tu vois. Et en fait, après, tu sais très bien que tes TikTok ou ton YouTube, tes shorts Ouais, YouTube, il va bah, se péter là, je touche des derrière. petits qui ont 12 ans. Ouais. Donc voilà, c'est très, très large. Mais le digital, effectivement, m'a permis de vraiment développer un public, quoi, que je n'aurais pas eu en broadcast. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi où peut-être en 20 ans, tu as entendu tellement d'histoires en off que tu te dis, mais il y a un moment, il faut que certaines de ces histoires, le Ouais. grand public le sache. Ouais, et puis, en fait, alors, oui et non, parce que finalement, les histoires les plus incroyables sont pas toujours celles qui peuvent être racontées, Ouais, tu vois. oui, j'imagine. Tu dois Mais en j'ai- savoir pas mal, je pense. Ouais, pas mal, pas mal. Je sais pas mal. Mais c'est vrai que le grand public ne se rend absolument pas compte parce qu'effectivement, l'univers du rap d'une façon générale, et même en dehors, les comédiens, tu vois, parce que le rap, c'est une chose, mais tu vois, aujourd'hui, j'interviewe des Alex Lutz, Omar Sy, tu vois. Et en fait, finalement, tous ces artistes-là sont, d'une façon générale, interviewés dans un certain cadre, en fait. Et tu as très peu d'espace pour voir qui sont les êtres humains derrière tout ça, en fait. Tu vois. Et moi, c'est ce dont j'avais envie. Et tu vas peut-être dire que c'est un discours de bisounours, mais que j'assume complètement. C'est qu'à un moment donné, on est bien moins différent qu'on ne le pense. Je pense que j'ai un bilan carbone dont j'ai extrêmement honte, mais j'ai la chance de voyager partout dans le monde. Et en réalité, il y a beaucoup plus de choses qui nous rallient que de choses qui nous divisent, en fait.
Et c'est un peu, tu sais, faire sa part à l'histoire. C'est un peu comme le colibri de Pierre Rabhi, ou comme Einstein le disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. Moi, ma façon de contribuer, c'est de montrer à quel point, en fait, on se ressemble. Tu vois ? Quand 80% des médias nous confrontent, nous opposent, montrent nos différences, les pointent du doigt, sans jamais montrer que c'est une force, en fait, tu vois ? Donc, l'idée, c'était ça, de montrer les êtres humains derrière tout ça, sans être encore une fois dans la justification. C'est juste que ces artistes-là sont rarement interviewés sur des interviews fleuves, pardon. Et ma petite victoire aujourd'hui, c'est que des gens qui n'écoutent absolument pas de rap, qui sont complètement imperméables au rap, tu vois, disent, tu vois, moi je regarde et j'écoute Légendes urbaines, parce que finalement, qu'on aime ou pas le rap, c'est pareil, c'est une histoire de vie, en fait, et c'est une histoire d'êtres humains qui ont bien souvent en plus des parcours assez rocambolesques, tu vois. Beaucoup d'entre eux ont été élevés uniquement par leur mère, tu vois, on dit toujours que les rappeurs sont misogynes, nanana. Si tu savais le respect qu'ils donnent aux femmes, en fait, les trois quarts font le ménage, font à manger, parce qu'ils ont grandi qu'avec des meufs, tu vois ce que je veux dire, et écoute Céline Dion, tu vois ce que je veux dire. Non mais, et c'est important de le dire aussi, ça, et de contrebalancer. C'est quoi pour toi une légende urbaine ? C'est une personne qui influence son époque. Ouais, c'est une personne qui influence son époque, et alors son époque pour les plus grands. C'est une personne qui a posé quelque chose de marquant dans son univers. Voilà. Moi, Jean-Pascal Zadi, par exemple, le parcours de Jean-Pascal Zadi, qui commence à faire des films avec Alpha 520 à l'arrache, avec des bouts de ficelle qui se vendent à Clickly en DVD, et qui finit césarisé, et qui fait des trucs comme En Place ou Tout simplement Noir. Ouais, t'as posé quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, il y a des plus jeunes qui sont... Je fais jamais de newcomer, mais je trouve qu'en fait, malheureusement, t'as aussi beaucoup d'artistes qui n'ont pas... on en reparlera certainement quand je répondrai à ta question de fin que tu m'as posée au début. Mais c'est vrai que t'as des artistes qui ont un talent complètement fou et qui ont influencé une lignée, mais c'est eux qui ont ouvert la porte, mais ceux qui ont fait les bangers derrière, ou ceux qui ont récolté, c'est pas forcément ceux qui ont créé le truc. Donc ça aussi, c'est important parfois Et puis après, pour moi, un artiste comme Furax Barbarossa ou Scylla, tu vois, pour moi, sont des légendes, les gars, en fait. Alors bien sûr qu'ils font pas des Bercy, mais les gars font 50, 60 dates par an, ils ont posé un truc, ce qu'ils font c'est qualitatif, ça parle à un certain public. Ces gars-là sont des légendes aussi. Demi-portion, c'est une légende, tu vois. Bien sûr que, bah oui, Gazo et Tchakola sont des légendes aussi, tu vois, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est aussi ce que j'aime, avoir les anciens, tu vois, les nouveaux, les moins connus, Souffrance l'usine. Mais tout ça sont des gens qui apportent réellement de l'eau au moulin. C'est ça, être une légende. C'est apporter quelque chose de concret. Tu parlais des anciens, des nouveaux. Est-ce qu'il y a une fracture un petit peu entre ces anciens et ces nouveaux ? Malheureusement, oui. Ouais. Faute à tout le monde. Hein. Ouais. Faute aux jeunes qui, à mon sens... On peut pas sûr reconnaître les anciens. C'est même pas une histoire de reconnaissance, c'est une histoire... Mais ça, c'est très franco-français. Hein. Tu vas aux États-Unis, je veux dire, à un moment donné, Kendrick Lamar, c'est très bien qui est KRS-One, tu vois. En France, on a ce truc, vas-y, dès que ça date de plus de 2 ans, ça à l'ancienne. Alors qu'en fait, là, je parlais comme une vieille conne, mais je suis désolée. Moi, je viens d'une époque où, en fait, t'allais chercher un CD qui te coûtait un bras, sur lequel potentiellement il y avait 2 bons titres, tu vois, et tu devais remonter par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit pour découvrir le sample de machin qui avait été fait par George Clinton, tu vois, et te matrixer, tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, t'as juste des playlists, en fait. T'es chez toi, t'as tes playlists, t'as des trucs, t'es en stream, tu peux remonter à ce que tu veux. Et donc, c'est très français et c'est très rap. Parce que, est-ce que tu t'imagines un mec du jazz dire « vas-y, Miles Davis, il est éclaté, ça à l'ancienne !» Non mais, Est-ce que tu t'imagines un mec du rock te dire « Hey, Guy Pop, là, vas-y, flemme. Non, vas-y, arrête, t'as plus l'âge. » Tu sais, il y a que dans le rap, en fait, à un moment donné, et français. Donc, je regrette que... Mais en même temps, et je le dis souvent, je trouve que les anciens ont eu beaucoup de mal à faire le relais.
tu vois, Oui. ont beaucoup de mal Ils n'ont pas eu cette envie de donner de la transmettre. force, à transmettre, tu vois, ils n'ont pas toujours fait rêver, tu vois, ils ont gardé cette, tu vois, quand on parle de l'âge d'or, ils ont vraiment vécu, certains ont eu 2 albums qui ont été des cartons absolus, tu vois, et finalement, ils n'ont pas forcément produit d'autres artistes, pas forcément, tu vois... Ils ont fait leur bail et ils ont... Ouais, et puis certains ont même critiqué les nouvelles générations, Ouais. tu vois. Et en fait, bon, tu vois, encore une fois, je vise personne parce que tu sais quoi, des fois, il y a des. Que tu vois, quand tu dis ça, très vite, ça peut partir. La dernière fois que j'ai parlé de ça, c'est parti sur des espèces de suppositions qui n'existent pas. Je vise absolument personne parce qu'après, chacun fait comme il peut, tu vois. Et surtout que c'était pas du tout la même époque. Avant, tu faisais un hit qui marchait, tu pouvais presque vivre sur ça toute ta vie. Maintenant, tu fais un hit, t'es oublié dans 3 mois. C'est exactement ça. Tu vois, les albums, tu regardes La Fouine qui revient, tu vois, il a fait quelques albums. Il a fait plus qu'un hit, lui, en l'occurrence, mais t'as des artistes qui sont, bah, ouais, stars à vitam aeternam, ancrés dans le truc en un album, Ouais, en fait. Là, aujourd'hui, les mecs... c'est pas possible. Ah bah non. Tu peux sortir un très bon album, Mais il y mais a trop de qui sons. va être album de l'année, mais derrière... Il y a trop de prod, il y a Ouais. trop de trucs, il y a trop de... Mais tu sais, en fait, les gens consomment comme ils scrollent, en fait. Ouais. Tu vois, c'est exactement la même chose. C'est la société dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ouais, en tout cas, l'erreur vient de partout et je trouve super dommage qu'il n'y ait pas de... Et c'est pour ça que moi, je voulais surtout pas tomber là-dedans, tu vois. Moi, les anciens m'ont dit « Ah ouais, t'invites Kobalade ?» Bah ouais, j'ai invité Kobalade, tu vois. Ouais, et Zola. Et alors? Et c'est très cool, tu vois. Et j'ai invité SDM sur son premier album. Mais oui, j'ai invité aussi Ayam, j'ai invité Passy, j'ai invité les Nègres Marrons, j'invite Daddy Nutty, parce que j'invite des gens, j'aime être juste, et des gens qui ont fait l'histoire, qui font l'histoire, et rien n'est en opposition, en fait. Trop cool. Juste avant de repasser au quick question, je voulais savoir si ça t'embêtait si on parlait de légende très rapidement, du Gate. Allons-y. Très bien. Donc il y a un média qui est sorti qui s'appelle Légende. Et toi, tu as trouvé une sorte de plagiat sur certains points. Et je sais que toi, tu as vécu un truc en mode un manque de soutien de la part de plein de gens qui t'entouraient. C'est quoi l'histoire autour de Non, mais ça? attends. Déjà, c'est pas une histoire de plagiat, si tu veux. C'est là où, en fait, d'un seul coup, il y a des articles qui sont sortis de je ne sais où, tu vois, où les gens disaient « Juliette, t'accuses de plagiat ». Mais pas du tout, c'est pas le propos, en fait. Justement, on va revenir sur l'histoire du digital, parce que c'est là où c'est important. C'est qu'en fait, moi, j'ai un problème avec le nom. C'est simple. C'est très simple. Le talk, une émission d'entretien, personne ici l'a inventé. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est vieux comme le monde. C'est pas du tout, tu peux pas reprocher à quelqu'un de faire un talk. Sauf qu'en fait, sur le papier, et souviens-toi, au tout début, quand ça a été lancé, ok, sur le papier, c'est on va faire des interviews longues, d'accord? D'ailleurs, on va aux États-Unis voir d'artistes urbains. Oui, c'était très, On va aux très États-Unis tourné, voir Dre. Première invitée, c'est Maes. Et l'émission s'appelle Légende. Mais les gars, moi, c'est juste le nom, en fait, qui me pose problème. C'est aussi simple que ça. Et en fait, si les gens trouvent qu'il n'y a pas de problème, ben, il n'y a pas de problème en soi. Mais ça ne me serait jamais venu à l'idée, quand je monte Légendes urbaines, d'appeler mon émission Codage et dire aux gens, bah quoi? Ou cliquage, bah quoi? Ou planète, rap planète. Tu sais, en fait, Ouais. tu sais. Alors, donc si ça choque personne, il n'y a pas de problème. Mais en fait, mon émission, elle s'appelle Légende urbaine. T'en as une qui, sur le papier à l'époque, interview longue d'artistes urbains, tu t'appelles Légende. Ok, tu vois. Et moi, ce qui me pose problème, c'est le nom. Et le nom, je vais t'expliquer pourquoi. C'est simplement qu'après, cette émission, elle est uniquement digitale. Donc son économie est uniquement digitale. La mienne ne l'est pas. Ouais. Moi, le digital, c'est un bonus, tu vois. C'était Et je tuer n'ai ton pas les moyens, je suis SEO, dans le service ouais. public, tu vois. Donc, eux, ce qui est important, c'est le broadcast. Autant te dire que l'économie YouTube, tu vois, sponsor, machin, Discover, ça n'existe pas. Moi, je sponsorise pas mes émissions, tu vois. Et j'aimerais. Mais c'est pas l'économie dans laquelle je suis. C'est du bonus. Mais quand d'un seul coup, parce que
l'économie de légende, c'est ça. Et que d'un seul coup, tu tapes légende urbaine et que c'est légende qui apparaît. Et qu'en fait, tu te fais dérailler. Ouais, On peut dire c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais ça n'est juste pas normal. Pourquoi juste ne pas trouver un autre titre, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas détentrice de quoi que ce soit. Mais, et c'est vrai que quand moi, je l'ai fait, et c'est une amie avocate qui m'a dit, dis-le, parce que dans le game dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans 2 ans, sont les gens qui vont dire que c'est toi qui as volé le nom de légende. Oui, parce qu'ils ne te connaissaient pas d'avant et que ça va trop Exactement. vite. Il suffit qu'il y en a un qui dit ça, les gens ils vont pas aller se renseigner. Et tu sais très bien comment ça se passe et ça Ouais. va très vite. Donc j'ai posé le truc, tu vois, tout en sachant qu'en plus ils connaissaient l'émission Légendes urbaines. Donc c'est un choix en fait. Ça ne se fait pas. Tous les professionnels de l'audiovisuel vont te dire ça ne se fait pas. Et donc je l'ai posé pour me protéger au cas où, tu vois, il se passe ça. Et c'est vrai que du coup, moi qui déteste la polémique, moi qui suis jamais, je me bats pour, pas contre. D'un seul coup, je me fais laver par plein de gens qui sont là, genre, ah, vas-y, elle veut se faire du buzz, elle, c'est qui elle, machin, non. Je sais pas quoi te dire, tu vois. Et ça, c'est hyper violent de se manger une sauce comme ça. Finalement, un mois plus tard, il y a quand même 2-3 autres personnes, voire une dizaine de personnes qui ont témoigné. Ça, c'est pas, tu vois, mais qui finalement ont quand même remis un peu une balle au centre, tu vois. Moi, je me suis même pas bagarrée. J'ai juste dit qu'en fait, c'était pas cool et je posais ça là. Voilà. Après, que les gens me soutiennent pas, de toute façon, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pas fait pour demander l'avis. Et je me suis retrouvée sur des forums genre « Alors, Juliette Fievé a-t-elle raison de s'insurger ?» Mais évidemment, en fait, il n'y a pas une personne. Tu vois ce que je veux dire? Après, très honnêtement, moi, tout va bien. J'interviewe pas Jordan Bardella. J'interviewe pas. Donc, effectivement, il n'y a pas du tout de plagiat. Tu vois? On fait pas du tout le même travail. C'était vraiment une histoire de nom. Tu vois? Très bien. Et ben on va repasser aux quick questions. Let's go. Un son qui résume ta vie. Kendrick Lamar. Humble. Be humble, sit down. Be humble. Très bien. Il paraît que quand tu vas au Maroc, on te prend pour une Marocaine et on te lâche pas avec ça. Ah, c'est un truc de ouf. En plus, c'est très drôle. Tu veux l'histoire? Vas-y, D'accord, raconte. tu veux le dos? Ouais. À l'époque, je manage les Brick and Lace, 2 sœurs jamaïcaines magnifiques, des Spartiates. Les meufs, elles ont un corps, juste ça n'existe même pas. Et c'est des jamaïcaines, donc elles sont en poum-poum short. On fait le concert de La Tolérance pour TF1. Et donc, je leur envoie un mail avant qu'elles débarquent en leur disant bon, cool, c'est détente le Maroc, mais ça reste un pays musulman, faites doucement. Elles n'ont pas lu mon mail, d'accord? Elles arrivent dans des combinaisons de ok, les meufs, c'est showtime. Et on arrive à l'hôtel. Et en fait, elles commandent une coupe de champagne. Moi, je les rejoins. Elles sont là-bas. Je les rejoins. Moi, j'ai ma clope. Et là, je commande une coupe de champagne. Et là, t'as le serveur qui me parle en arabe. Je dis, désolé, je comprends pas. Tu vois, l'arabe. Il me dit, ah, tu comprends pas l'arabe? T'appelles comment? Je dis, je m'appelle Juliette. Il me dit, ah, très bien, je m'appelle Robert. Et je vois, il a le seum, tu sais, parce qu'il pense que je renie mes frérots. Tu vois, c'est vrai que je peux ressembler à une Marocaine complètement. Mais je t'ai dit, je m'appelle Juliette, t'as vu? Et à un moment donné, le mec se retourne et il me reparle en arabe. Je lui dis, mais je comprends pas. Et je dis, je peux avoir ma coupe de champagne? Il me dit, ouais. Et il se retourne et il me dit, Kaaba. Mais frérot, qui comprend pas le mot Kaaba quand t'as grandi? Et là, je lui dis, ah, tu m'insultes de pute. Il me dit, bah voilà, tu parles arabe. Ah, le Tu vois? guet-apens. Et ça, c'est des trucs. Après, franchement, les Marocains, ils sont incroyables. J'adore ce pays, c'est magnifique. J'y suis allée 1000 fois. J'ai même fait le rallye des gazelles, tu vois. Donc, où j'ai eu la chance de visiter vraiment du nord au sud. Et c'est un pays formidable. T'as enfin, vraiment, et les gens sont super. Mais c'est vrai que parfois, il y a des gens qui, tu sais, ils veulent... Juliette, Borné. c'est... Ouais. Non, t'as vu? C'est... Impossible. Ouais, ça peut être comique parfois, ce genre de situation. Mais ça finit toujours bien. Un truc que tu n'as jamais dit dans une interview. Tout ce qui brille n'est pas or. Quand j'étais à la télé, d'accord, sur RFI, France 24, parce qu'encore une fois, la vie, c'est la vie, d'accord? Et des fois, t'as des galères. J'ai jamais gagné des milliards de dollars, tu vois, je m'en sors très bien, c'est cool. Mais ça s'est fait progressivement, parce que Légendes urbaines, si tu veux, au départ, c'était un tout petit truc qui est vraiment devenu beaucoup plus gros que prévu. Et donc, j'ai pas le salaire d'une personne de la télévision, t'as capté?
Et je me suis retrouvée très vite, 8 mois après avoir repris Légendes urbaines, faire un choix entre continuer Légendes urbaines, puisque j'étais payée vraiment pas grand-chose, je considérais que c'était un mi-temps, puisque hebdo. Moi, j'étais à 1000% sur cette émission. J'ai dû rendre les clés de mon appartement. Et donc, j'étais en train de taper des millions de vues. J'ai un appartement depuis l'âge de 19 ans. Tu vois, 18 ans, j'ai un peu galéré. Depuis l'âge de 19 ans, quoi qu'il arrive, malgré toutes mes galères, je me suis toujours démerdée. In extremis parfois. Et à 41 ans, frérot, je me suis retrouvée à rendre les clés de mon appart et à vivre chez mes potes pendant 1 an et demi, quand je tapais des 2-3 millions de vues, tu vois, et beaucoup plus même en télé et en radio, parce que je n'avais pas l'argent et que c'était un choix. Soit continuer Légendes urbaines à 1000% comme je l'ai fait, soit lâcher Légendes urbaines ou faire moins et trouver un job à côté. Mais j'étais... Et c'est important de le dire, j'ai pas honte de ça. T'as vu, j'étais pas... Attention, hein, j'étais... La passion à fond, quoi. C'est pas ça, c'est qu'en fait, t'as trop investi pour faire demi-tour. Donc allons-y. Tu ne voyais pas refaire autre chose de toute façon. C'est façon. mon bébé, Légendes urbaines, tu vois. Ouais. Il était hors de question de lâcher le morceau. Et le temps m'a donné raison. Mais en attendant, je me suis retrouvée pour cette émission à 41 ans. J'ai commencé dans le game à 18 ans. Et si c'est des jeunes qui regardent, c'est super. Parce que tout le monde pense que ça va vite. Tout le monde veut le bling. Tout le monde veut que ça paye l'étal tout de suite. Sauf qu'en fait, il n'y a que des hauts et des bas. Ce milieu n'est fait que de ça. Et que quand tu me vois interviewer Booba et qu'on fait l'émission incroyable, moi, j'ai plus de maison. Mes affaires, elles sont dans un box. Tu captes ? Donc ça, c'est important. Et je ne l'ai jamais dit. Je le dis dans des rencontres, dans des partages d'expériences. Parce que le storytelling de tout est beau et c'est une grande success story, c'est bien. Mais la success story, elle n'est valide qu'avec ce genre de petits moments de solitude. Est-ce qu'il y a un artiste que tu adores mais qui pour toi n'a pas encore assez de visibilité ? Il y en a beaucoup. Ça, c'est difficile, tu vois. J'imagine que tu digues de fou, toi. Ouais. Ah bah, grave. Oui, et en même temps, pas non plus comme ceux qui font, par exemple, les playlists sur Spotify, Deezer. Tu vois, ils écoutent absolument tout le vendredi ou le jeudi. T'es là, genre, oh, wow, moi, je pourrais pas, tu vois. C'est difficile. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont incroyables. Il y a un mec que j'aime. Donc, je travaille aussi beaucoup sur mes artistes, que les artistes que je reçois. Tu sais, moi, ça me prend beaucoup de temps, même mes histoires d'intro et tout ça. Il y a un mec qui m'a mis une claque artistique, en fait. Et pourtant, c'est pas forcément mon style. Mais j'ai trouvé que le mec, il a le niveau des quinries. Il s'appelle Lisandro Cucci, tu vois. Et celui qui fait The Voice. Tout me paraît vite sans toi, tout me semble mort sans toi, viens à la maison. Il a fait The Voice, en plus, Kids. voilà. Ouais. Et The Voice Kids, après il a gagné The Voice. Moi, je suis pas The Voice du tout. C'est pas mon genre de programme. Je suis pas. Mais je l'ai reçu parce que j'ai entendu le gars. Mais le gars, il chante, il est musicien, et il a un niveau que je n'ai entendu que chez les Américains. Réellement, hein. Réellement, je suis... Et après, c'est de la soul, donc c'est compliqué en France. On n'a pas cette culture-là, mais le gars, il danse, c'est une machine, en fait. Pour moi, c'est un music soul child, c'est un... Vraiment. Et c'est vraiment beau ce qu'il fait. C'est qui l'artiste qui t'a le plus challengé ? L'artiste avec lequel t'as bossé, que t'as managé Kerry. peut-être ? Ouais, Kerry. Kerry. C'était... Ta vie lui était dédiée. Ouais, c'est... Après, je te dis, mais comme avec tous les artistes que j'ai managés, mais Kerry, tu sais, Kerry, c'est politique aussi. Ouais. Kerry, quand moi, je reprends son management, après Stéphane Cacho, je co-manage Kerry avec Mario DJ qui s'occupait plutôt de la partie administrative, etc., tu vois. Il venait de sortir Lettre à la République. On s'est fait 2-3 potes là-dessus, tu vois, sur ce coup-là. Et puis Kerry a toujours des bonnes idées. Ouais. Donc, dans le dernier MC, il dit 2013, je serai à Bercy. Ok, mais Faut qu'on frérot, organise, t'as disparu pendant 4 ans. On remplit comment le Bercy ? D'accord, tu vois. Et donc, ça, c'est du challenge permanent. Parce que t'es là, tu fais le truc, après tu dis bon, allez, on fait la CES. On a monté la CES, donc cette fameuse tournée où Kerry reverse une partie de son cachet aux jeunes de la ville qui l'accueillent en concert, tu vois. Mais il est challengeant constamment, Kerry. Kerry, il est professionnel depuis l'âge de 12 ans.
T'imagines? Les gens se rendent pas compte de sa carrière. Certains s'en sont rendus compte avec le docu de DJ Mehdi, tu vois, ont pris plus l'ampleur de qui est Kerry, quoi. Et donc, du coup, mais bien sûr que c'est challengeant, tu vois, tourner en Afrique. Mais on part à 12 pour un concert à VHR. 12. Tu sais combien ça coûte? 12. Non, mais c'est... Bon, après, Kerry, du coup, il baisse sur les cachets, il est très respectueux, etc. Mais lui, il veut... C'est pas parce que c'est l'Afrique qu'il faut pas amener le batteur, le guitariste, le pianiste. Bien au contraire, faut faire un vrai show. Mais toi, qui es manager, gérer là, 12 personnes, tu sais, à Brazzaville, tu vois, avec la scène qui potentiellement a pris feu pendant les balances, tu vois, ce qui est vrai. Bon, ça c'est challengeant, comment te dire, t'as des petits coups de chaud, mais des grands moments. Mais les grands professionnels te mettent des grands challenges. Et Kerry, c'est pas pour rien qu'il en est encore là où il en est, avec ses pièces de théâtre, avec ses films, tu vois. C'est parce qu'il est exigeant, mais il est avant tout avec lui-même. En quick réponse, ton super pouvoir dans une interview, c'est quoi? La bienveillance, sincère. La bienveillance accompagnée de travail. Ça veut dire en fait, en France, t'as capté, t'es gentil, t'es teubé, t'es méchant, t'es intelligent. C'est fou comme... Il y a de moins en moins de gens qui pensent comme ça, mais quand même, le cynisme est souvent associé à l'intelligence et la gentillesse à de la bêtise. Et je refuse, catégoriquement. Et je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, la méchanceté, c'est de la faiblesse. La gentillesse, c'est de la force. Et c'est certainement la qualité que je respecte la plus au monde. Donc oui, la bienveillance. Mais la bienveillance dénuée de travail, ça n'a pas trop de sens non plus. Donc moi, je suis bienveillante, mais je suis une machine de guerre sur le travail. J'accumule 200% d'informations, j'en utilise 5%, tu vois. Mais au moins, j'ai sous le coup de l'anecdote, le truc, quand tu dis ça, bim, bim, je rebondis. Voilà. Mais je crois que c'est le cumul des deux qui représente ma force. Dernière question, t'as toujours des tortues chez ta mère? J'en ai une. T'en as une? J'en ai toujours une. Toujours qu'une? Qui s'appelle Spliff. Spliff. J'aimerais beaucoup savoir à qui t'as parlé pour connaître l'existence de ma petite tortue, qui a maintenant 23 ans quand même. 23 ans. C'est toi qui lui as donné le nom Spliff? Ouais. Il y a 23 ans, d'accord. Ouais. Okay. On me l'a amené du Maroc, justement. Donc, c'était illégal à l'époque. Encore une fois, prescription. Elle était toute petite comme ça. Moi, j'aime trop j'adore les animaux. Mais j'ai une spéciale pour les tortues. Je trouve qu'il y a un truc de force tranquille. C'est un dinosaure, une tortue, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait moins peur que les crocodiles, quand même, dans le délire, tu vois. Et donc, il y a un truc de tortue. Et puis, dans les croyances amérindiennes, dans plein de croyances, attention, c'est un truc très spirituel, les tortues. Bref, je kiffe les tortues. Ça me fait gaulerie, moi, les tortues. Et donc, on m'amène une tortue dans un Bermuda, tu vois. Il passe à la douane comme ça, ouais. Tu vois. Elle était toute petite, mais je me souviens à l'époque, même, ça m'est arrivé de la pauvre. Tu sais, même de pas la voir, la shooter. Bref. Et donc, elle est mise dans un terrarium. Et elle a grandi. Maintenant, elle est comme ça. Et donc, mais je voyais que à Paris, tu sais, moi, je l'emmenais dans une boîte à chaussures quand j'allais chez ma mère. Mais ma mère, elle a un jardin. Et la tortue, elle vivait sa meilleure vie. Tu vois, à un moment donné, même si elle a connu que les apparts parisiens, en vrai... Elle a capté son délire. Voilà. Et elle m'a dit, t'as vu... Laisse-moi là. Laisse-moi là, s'il te plaît. Tu vois que je revis. Donc voilà. Et donc ma mère a eu quand même des frissons à un moment donné en me disant mais ça grossit jusqu'où? C'est le genre de choses. Parce qu'il y a quand même des tortues qui font la taille de la table, Hugo. Tu vois? Et qu'elle a sa petite boîte à la maison. Donc si tu veux, elle rentre, elle sort. Elle dort à l'intérieur. C'est une tortue de luxe, tu vois. Et elle hiberne même à l'intérieur. Mais maintenant, elle est comme ça. Hein. Ouais, comme ça. Je veux pas, tu vois. Et elle va bien. Toujours petit coup de chaud, tu sais, quand ça hiberne, c'est fou, hein, une tortue. Ça hiberne 4-5 mois, un battement de cœur par minute. Wow. Ça ne mange pas, ça ne boit pas. Je sais pas. T'as vu, mais c'est quand même un des mystères de la nature. Et donc, c'est vrai que t'as toujours une appréhension. Est-ce qu'elle va se réveiller, tu vois? Et ça fait 23 ans qu'elle se réveille. Elle s'est réveillée là. Et donc, oui, Spliff, parce qu'on peut pas... Alors, ça peut être Split, une tortue. Mais enfin, c'est pas non plus... Tu vois? Donc, Spliff, t'as capté pourquoi? Tranquille. Je pense qu'elle est sous B2 depuis sa naissance. Parfait. Merci beaucoup, Juliette. C'était trop cool. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Salut, merci d'être allé jusqu'au bout de l'interview. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner juste ici. Ça nous aide énormément. On sort une vidéo tous les lundis à 18h. Donc, activez la cloche pour ne rien rater. C'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire ces interviews. À la semaine prochaine.